Bernard, dans la deuxième partie, on va parler de la recherche spirituelle et évolution. On a mis l'accent beaucoup sur l'éducation tout à l'heure et comme quoi elle avait une très, très, très forte influence sur l'évolution de l'individu, surtout dans ses relations avec des gens qui ne pensent pas comme lui. Est-ce qu'on pourrait considérer que le manque d'éducation que certaines personnes peuvent vivre au cours de leur vie les mène quasi naturellement vers une recherche spirituelle? Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font une recherche, une démarche spirituelle, qui n'ont pas beaucoup d'éducation dans leur vie. Mm-hmm. Parce que les gens qui font une recherche spirituelle, à un certain moment de leur vie, s'aperçoivent qu'ils ont besoin d'avoir des réponses. Puis c'est comme si ils ont une sensibilité suffisamment grande pour pouvoir aller chercher ailleurs. Alors que les gens qui ont une bonne éducation, un type qui a un PhD, qui est en médecine ou whatever, c'est le besoin d'aller chercher ailleurs, il est pas ailleurs. Quand je parle d'ailleurs, là, je parle dans le spirituel, puis je parle dans l'ésotérisme, dans l'intangible. Il n'est pas aussi profond parce qu'il y a beaucoup de leur énergie est concentrée déjà sur ce qu'ils font. Puis déjà, ce qu'ils font, c'est suffisamment en focus, puis suffisamment sérieux pour commanditer tout leur être. Tandis qu'un être qui n'a pas une grosse formation académique, à un certain moment donné, dépendant de sa vie, et ainsi de suite, peut facilement commencer à glisser ou aller en tangente vers une recherche spirituelle. Puis ça devient dans un sens, ou ça peut devenir dans un sens, ou ça peut devenir, pour beaucoup de personnes, une compensation. Une compensation, quand je dis compensation, je ne veux pas dire que c'est négatif, mais je dis que c'est une compensation. Puis techniquement ou ultimement, au fur et à mesure où les sciences avancées ou les sciences ésotériques ou les métaphysiques, ainsi de suite, vont évoluer sur le plan psychologique, puis vont devenir plus raisonnables. Quand je dis plus raisonnables, je veux dire moins spiritualisés. À ce moment-là, probablement que des gens qui sont dans l'éducation, ou des gens qui ont une bonne formation intellectuelle, vont commencer à s'intéresser à ces choses-là. Parce que ça va pas aller contre premièrement, ça ira pas trop contre la raison. Quand je dis que ça ira pas trop contre la raison, je veux dire que ça va se tenir. Mm-hmm. Ça va être assez intelligent. Vérifiable? Ça va être pas nécessairement vérifiable dans le sens académique du terme, mais vérifiable dans le sens psychique du terme. Il faut que le psychisme de l'homme s'ouvre pour qu'il puisse commencer à vérifier des choses. Et d'ailleurs, quand on vérifie ce qui est intangible, on ne le vérifie pas avec les moyens qu'on utilise dans le cadre d'une éducation académique. On les vérifie, on peut les vérifier par la télépathie intérieure, on peut le vérifier par la voix intérieure. On peut le vérifier par le contact avec les circuits universels. C'est très, très subtil. C'est très différent. Mais le processus de vérification est totalement je dirais pas en opposition avec le processus de vérification académique, mais il est définitivement sur un autre plan. Mais pour ça, il faut que le côté académique soit suffisamment à l'aise avec le côté psychique pour que les gens qui sont à l'université ou qui ont des formations avancées sur le plan académique puissent dire, ouais, je vais m'intéresser à ça, je vais regarder ça. Puis ces gens-là ne sont pas des idiots. Puis ces gens-là sont très conscients aussi, historiquement, de la démagogie spirituelle, de la démagogie occulte. Mm-hmm. C'est comme les gens, ceux qui ont regardé l'évolution du spiritisme en Europe à partir du 19e siècle, 20e siècle, qui ont entendu parler des histoires. À ce moment-là, ces gens-là sont plus tellement intéressés à poursuivre dans le domaine métaphysique ou métapsychique parce que, premièrement, ils veulent pas perdre leur temps. Deuxièmement, ils veulent pas être bernés
Parce que l'intellectuel, dans un sens, un universitaire, une personne sérieuse, c'est des gens qui mettent suffisamment de valeur sur leur développement intellectuel pour pas perdre leur temps dans un développement spirituel qui, quelque part dans le temps, va s'avérer pour une fraude psychologique. De quand est-ce qu'on peut savoir que c'est une fraude psychologique? Qu'est-ce qui démontre que c'est une fraude? Historiquement, des fraudes psychologiques, ça revient à des évaluations personnelles. Je vous donne un exemple. Regardez simplement ce qui se passe au Japon. Là. La secte, là? La secte au Japon, avec le sarin, puis tout. Les gens, mettez-vous au niveau des gens qui sont là-dedans. Qui sont dans la secte. T'sais. Éventuellement, il y a de ces gens-là qui vont se réveiller, qui vont réaliser qu'il y a une fraude quelque part, qu'il y a une démagogie spirituelle, qu'il y a une démagogie mystique, qu'il y a une démagogie, là. Bon. Comment voulez-vous que des gens sérieux, des intellectuels, des gens d'université, des gens qui sont sérieux, puissent se lier d'amitié psychologique ou d'amitié mentale avec des mouvements de pensée dans le monde qui peuvent, à un moment donné ou à un autre, le sauter d'en face parce que les sciences occultes sont encore trop astralisables, par exemple. Si on disait, par exemple, que l'évolution si on disait que l'évolution de la conscience humaine doit passer par une grande désastralisation du psyché pour que l'homme en arrive à être un jour intelligent. Bon, mais ça implique quoi? Ça implique qu'au niveau de la formation académique, comme au niveau de la formation psychique, l'homme en arrive éventuellement à voir et puis à réaliser qu'il y a des vertus dans l'intelligence qui ne sont pas nécessairement évidentes à l'ego. C'est comme si on parle des races. On parle d'évolution de la race noire, on parle d'évolution de la race blanche. On dit que, globalement parlant, il y a des races dont la mission sur la Terre n'est pas de cerner la science. Ça ne fait pas partie nécessairement dans des périodes très rapprochées, je parle. Ça ne fait pas partie de la conscience de la race noire d'en arriver à maîtriser globalement la science pour son évolution personnelle, comme on retrouve chez la race blanche, par exemple. Alors, la race noire peut s'émanciper dans les arts, peut s'émanciper dans la musique. Ça fait réellement partie de son rythme, de sa pulsion, parce que ce sont des êtres qui, à cause de leur lien avec l'Afrique, retrouvent facilement le côté animiste de leur conscience. Ça ne veut pas dire que des Noirs ne peuvent pas devenir de grands scientifiques. D'ailleurs, réellement, on a eu un Noir qui était dans la capsule... Dans une capsule avec des Américains. Donc, c'est pas là le problème. Je parle au niveau de la conscience globale. Si on étend ça plus loin, si on va plus loin au niveau historique, dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, puis on regarde, par exemple, l'hégémonie que le Japon, donc la race jaune, cherche à avoir par rapport à la science occidentale aujourd'hui, on pourrait même prédire que dans un certain temps, les Orientaux seront suffisamment avancés en sciences pour que la race blanche sur la Terre leur remette complètement le bâton de la science sur la Terre et que la race blanche explore le cosmos systémique local. Autrement dit, c'est comme tu dirais, un jour, la race blanche, pour maintenir son hégémonie au niveau de l'exploration scientifique, sera obligée, pour toutes sortes de raisons, d'explorer les nouvelles planètes, coloniser les nouvelles planètes, et laisser à d'autres races qui se seraient avancées vers la science matérielle qu'on connaît aujourd'hui, parce que les races ont besoin constamment de s'émanciper. C'est très possible qu'un jour la race blanche soit dans l'espace, colonise d'autres planètes, et que ça devienne son rôle social à l'échelle planétaire, alors que la race jaune pourrait prendre le bâton où la race blanche l'a laissé aujourd'hui et continuer à définir, à travers la recherche et le développement, les prérogatives évolutives de la science, pragmatique, de la science matérielle d'aujourd'hui. Donc, si on regarde l'évolution des races, si on regarde l'évolution de la race indienne, par exemple, au niveau universel, au niveau
au niveau occulte, probablement que la race indienne a fini son rôle d'ensemencement de la race, de la conscience humaine sur la Terre. Probablement que la race indienne a fini son rôle avec la fin de l'Atlantide, puis ensuite les quelques races qui ont évolué après ça, qu'on a retrouvées en Amérique du Sud et qui ont été déplacées lors de la venue de la race blanche. Peut-être que la race indienne a fini son rôle cosmique sur la Terre, d'ensemencement. Et qu'un jour, il y aura mutation de la race indienne, donc, ou intégration de la race indienne avec d'autres races pour qu'il y ait finalement une capacité chez ces êtres-là de reprendre leur évolution puis cesser d'être assujettis à des conditions historiques qui, techniquement, dévaluent leur conscience personnelle. Comme la race indienne par rapport à la race blanche a perdu énormément de terrain parce que elle est obligée de jouer un jeu qui ne fait pas partie de sa sensibilité. Alors, si on regarde l'évolution sociale des races, l'évolution académique des races, l'évolution scientifique des races ou l'évolution purement planétaire des races, les races ont des fonctions qui sont probablement même aujourd'hui très mystérieuses si on les regarde en fonction d'un avenir de 2, 3, 400 ans. Par contre, on peut préconiser à partir d'une certaine science occulte ce que ces races-là deviendront demain parce que à partir du moment où l'homme est capable de traiter avec des paramètres qui ne font pas partie de son académisme intellectuel, il est capable de plonger dans des zones de temps ou être en contact avec des niveaux d'intelligence qui ne sont pas régis par les lois corporelles ou qui ne sont pas régis par la raison humaine planétaire. C'est là qu'on en arrive finalement à dire, bon ben, dans 200-300 ans, telle race pourra faire ça, telle race pourra faire ça. On peut voir dans l'avenir que certaines races créeront certains mouvements sur la Terre et que d'autres races créeront d'autres mouvements sur la Terre. Puis à l'intérieur de ça, mais t'as l'individu qui sera obligé d'observer ce qui se passe et de vivre sa conscience individuelle par rapport à des grands chocs au niveau de la conscience des races qui seront en voie d'évolution très, très rapide. Bon, mais c'est comme ça qu'on peut évaluer le développement de l'individu en tant qu'homme type. Puis le développement de l'individu en tant que conscience collective, à l'intérieur ou par rapport à des races comme la race noire, la race blanche, la race jaune, la race indienne, ou des groupes ethniques. OK. Donc, on entrevoit au 21e siècle des chocs qui peuvent être plus ou moins balancés. Comme les Japonais et les Américains là, sont en train d'apprendre à comment colmater leurs différences. Pourquoi? Parce que c'est important pour les Japonais d'avoir les Américains comme amis, au niveau économique, au niveau politique. Puis c'est important pour les Américains d'avoir les Japonais comme amis au niveau où en tant que science techniquement, en tant que puissance techniquement avancée dans le Pacifique, au cas où la Chine ou la Russie un jour devrait, ou même la Corée, devrait déborder de leur gond puis recontaminer politiquement ou idéologiquement cette partie-là du monde qui a été contestée au 20e siècle. Est-ce qu'une race implante l'éducation en fonction de ses racines spirituelles? Ah, ça, c'est intéressant. Une race implante toujours son éducation d'abord à partir de ses racines spirituelles. Puis éventuellement, les racines spirituelles se métamorphosent, se changent, se modifient, ou peuvent presque quasiment dans un sens complètement disparaître. C'est comme si on regarde aux États-Unis, si on regarde Harvard, par exemple, où tu as le summum de l'éducation académique, en même temps que tu as le summum de l'éducation académique, tu as très, très, très peu de présence spirituelle dans ce monde-là, parce que ça fait partie de la conscience de ce milieu-là de faire avancer les sciences matérielles, les sciences précises. Alors que dans d'autres universités, tu vas avoir une présence plus grande des valeurs spirituelles des Américains. Mais techniquement, une nation doit le faire. D'ailleurs, chronologiquement, une nation évolue d'abord spirituellement. Elle est obligée de poétiser sa conscience. Parce que la religion ou de la spiritualité, c'est une sorte de poésie de la conscience. Puis une fois qu'une nation a suffisamment poétisé sa conscience, bien éventuellement, elle est forcée de rentrer dans la prose de son développement historique. La prose de son développement historique, c'est sa capacité en tant que nation de saisir le moment de sa conscience, c'est-à-dire de configurer la réalité en fonction de son développement mental. C'est ce qui amène finalement à la science, le développement de la psychologie, ou des avenues de la réalisation humaine qui, techniquement, sont contestataires par rapport à la religion ou qui peuvent, pour des raisons historiques ou des raisons de cohabitation, balancer leurs forces.
comme les Américains qui sont très techniques, qui sont très scientifiques, qui sont très matérialistes, sont capables de balancer leurs énergies avec un côté très spirituel. Le peuple américain, c'est un peuple très spirituel. Mais quand il s'agit réellement de mettre la nation en branle, de lui donner une direction et de forcer ses limites, à ce moment-là, le côté spirituel peut prendre du recul et le côté réellement matériel, mesurable, prédictible, vient à l'avant. Et c'est là que tu vois la matérialisation de la conscience scientifique américaine dans l'art de la guerre. Dont Desert Storm a été finalement le flagrant développement devant tous les yeux du monde. Fait que c'est intéressant le jeu entre la spiritualité qui fait partie des racines originales, l'évolution de la spiritualité, puis éventuellement la prise de conscience logique, paramétrique, mesurable, que l'on retrouve en Europe, et ainsi de suite. Le mouvement arrière des traditions et la mise en marché des valeurs réellement mesurables d'une nation qui, techniquement, plonge vers le matérialisme parce qu'elle est obligée, pour survivre, de voir la réalité en face. Donc, l'économie, la guerre, et ainsi de suite. Bernard, on sait, à travers toute l'instruction que vous avez donnée, on sait que la matière, c'est une dimension de la réalité, mais qu'il y a une réalité occulte. Et est-ce qu'on pourrait considérer que la recherche spirituelle est une façon plus ou moins esthétique de maquiller l'émotion pour une race ou pour une éducation? La recherche spirituelle, ça fait partie de la recherche de l'identité de l'homme. Okay. Un homme qui est en recherche spirituelle, il est déjà en voie de recherche d'identité. Un homme qui a une identité fondamentale, autrement dit, qui est totalement intégré dans sa conscience, ne fait plus de recherche spirituelle, parce que déjà la réponse aux questions fondamentales fait partie de sa fusion de conscience. Donc, il est capable de communiquer intérieurement sur le plan mental, puis avoir des réponses à des questions fondamentales. Donc, la recherche spirituelle n'existe plus pour lui, parce que l'ambiguïté émotionnelle et mentale est éliminée. Ce qui fait que l'homme fait une recherche spirituelle, c'est parce qu'il n'est pas absolument sûr d'être capable de répondre aux questions fondamentales que lui-même pose ou que l'humanité pose. Il est obligé de toujours avoir un référent extérieur à lui-même. Je vous donne un exemple. Supposons, par exemple, que une personne se posait la question sur la valeur objective, absolue, de l'euthanasie. Par rapport ou à cause de la nature émotive de l'homme, par rapport à sa mémoire, par rapport à la mémoire de la race, par rapport à sa responsabilité sociale en fonction de ce que la race pense. Supposons qu'il est un médecin, par exemple, etc. L'homme peut difficilement répondre à la question fondamentale de la valeur absolue de l'euthanasie parce que il n'est pas en autorité psychologique par rapport à lui-même. Donc, il n'y a pas d'identité à toute épreuve. Il n'est pas capable de supporter ce qu'il sait. Comme il n'est pas capable de supporter ce qu'il sait ne lui viendra pas. À ce moment-là, il est obligé de réfléchir sur la question, philosophiquement, spirituellement, ou entrer en relation, avec des êtres qui imposent leurs idéologies dans le monde. Les religions, ou les systèmes de pensée, ou les gouvernements. Fait qu'à ce moment-là, l'individu n'est pas capable de régler le problème de l'euthanasie tout seul. Il n'est pas capable de régler le problème de l'abortion tout seul. Parce qu'il est obligé constamment de subir le choc émotif que sa prise de décision lui demande de prendre face à la réponse d'une question fondamentale. Qui met quoi en jeu? Qui met son âme en jeu par rapport à son esprit. Et quand l'âme est en jeu par rapport à l'esprit, ça veut dire que ton esprit est toujours capable de déjouer ton âme, parce que ton esprit est totalement froid, alors que ton âme peut être froide ou chaude. Ton âme ou ta mémoire est toujours basée sur des flux puis des reflux d'émotions, alors que l'esprit s'effrète. Si tu communiques avec le plan mental puis tu dis, une civilisation a-tu le droit d'utiliser l'euthanasie, l'esprit va te répondre d'une certaine façon. L'esprit peut dire, vous êtes pas prête pour ça, ça va prendre 300-400 ans avant que vous soyez capable de faire ça. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui de dématérialiser des criminels parce que vous êtes trop émotivement reliés à des valeurs qui sont historiquement
très, très proche de votre animisme. Alors que l'esprit qui est totalement dans d'autres temps sera capable de dire, bon, mais dans 800 ans, vous serez capable de dématérialiser les criminels. Dans tant de siècles, vous serez capable de dématérialiser des êtres qui sont physiquement mal configurés parce que ça fait partie des erreurs qui se créent sur les plans astraux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'humanité n'est pas rendue là. Donc, automatiquement, on est obligé de traiter avec des questions fondamentales par rapport à des mouvements de conscience ou des états de conscience qui font partie de notre âme, donc de notre sensibilité, donc de notre spiritualité, donc de nos mœurs, donc de la mémoire de la race. Donc, on n'est réellement pas capable d'être parfaitement lucide. Une personne qui est totalement consciente, est-ce qu'elle est totalement scientifique? Une personne qui est totalement consciente est totalement scientifique parce qu'elle n'a aucune émotion dans le mental. Donc, qu'elle soit scientifique par rapport à la matérialité, ce qui est facile, parce que là, tu tombes dans la méthodologie, ou qu'elle soit scientifique par rapport à des états d'esprit, c'est-à-dire des dimensions de connaissance qui ne font pas partie de l'expérience psychologique de l'ego, mais qui font partie de la prise de conscience de l'individu totalement intégré, c'est la même chose. C'est évident que l'évaluation psychologique de la valeur scientifique de la prise de conscience est différente. Traiter avec la matérialité, traiter avec un problème de pression, traiter avec un problème de température, c'est une chose qui est relativement facile pour nous autres aujourd'hui, mais qui n'est pas nécessairement facile pour, disons, un type qui fait partie de la région de la rivière Sépic dans le Pacifique. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que l'évolution amène les individus à ne plus vivre aucune forme d'émotion? Au fur et à mesure où l'évolution va transmuter la conscience humaine et va extraire de la conscience humaine l'émotion dans le sens animiste du terme, dans le sens expérimental du terme, dans le sens naïf du terme, oui, parce qu'éventuellement, l'homme va être obligé, pour s'engager à des échelles plus grandes d'évolution, pour s'engager à des niveaux plus vastes de travaux d'évolution, à des niveaux plus vastes de travaux au niveau de la civilisation de sa conscience. L'homme va être obligé de prendre des décisions qui, aujourd'hui, seraient pour lui totalement anathèmes. Parce que l'homme n'a pas, aujourd'hui, la froideur de l'esprit pour tuer ce que j'appelle la vie de l'âme. Tuer la vie de l'âme. Tuer de la vie de l'âme au niveau occulte, ça veut dire en arriver ça veut dire en arriver en tant que race, un jour, à pouvoir éliminer de la conscience les facteurs mémoriels, pour ne garder dans la conscience que les facteurs vivants, instantanés. Je te donne un exemple. On rentre dans l'Internet, là. L'Internet, ça va devenir instantané. Tu vas ouvrir ton computer, tu vas peser. C'est real time. C'est comme la bourse. Ça va être le real time. Quand l'homme va rentrer ou la civilisation va rentrer dans l'Internet, la civilisation va rentrer dans une accélération psychologique de l'information et automatiquement, ça va bouleverser les données statiques de la conscience humaine sur la Terre. Parce que sur la Terre, il y a toujours une dynamisation du passé. Puis une dynamisation du passé, techniquement, ça veut dire une remise en question des traditions, mais à des échelles de temps tellement rapides que si on regardait une tradition à travers les yeux d'une programmation très, très rapide comme l'Internet pourra faire, tu pourras prendre l'Internet ou l'information de l'Internet ici au Québec, l'Internet en Afrique, l'Internet en Amérique, l'Internet en Chine, l'Internet, puis tu verras qu'il y aurait des mouvements incrémentaux très, très petits, ou peut-être qu'un journaliste, il y a un écrivain dans des pays islamiques qui a parlé sur la femme d'une certaine façon, qu'un écrivain puis un journaliste très, très, dans des pays très renforcés comme en Sibérie du Nord, qui a écrit un petit livre ou un petit article sur la femme. Mais quand tu amènes toute cette information-là ensemble, sur un Internet, tous ces éléments paramétriques-là qui, à l'échelle d'une planète, peuvent devenir un gros torrent d'informations, tu aurais à ce moment-là une prise de conscience du trend socio-démographique, psychologique, philosophique, spirituel de l'humanité que tu peux pas faire quand tu es assis à 60 ans et tu lis le devoir. Ouais, c'est vrai. Comprends-tu ce que je veux dire? Très bien. Fait que c'est intéressant de composer avec un mental qui n'est plus régi par le statisme qui conditionne sa valeur émotionnelle à cause de l'attachement que l'homme a à des valeurs anciennes qu'on appelle folkloriques ou traditionnelles. C'est évident que là, dans le déchirement de la mémoire de la race, donc dans l'effondrement des positions de l'âme ou de l'animisme, l'homme vit une sorte d'ennui puis une sorte de vouloir retourner aux sources, mais on ne retourne pas aux sources historiques, on retournera aux sources
cosmiques. Et les sources cosmiques sont transhistoriques. Donc, un jour, l'homme va être obligé de vivre, de subir psychologiquement un déplacement affreux au niveau de ses émotions, parce qu'il va s'apercevoir que tu ne retournes pas aux sources historiques. Donc, le mouvement spirituel de l'humanité, c'est un retour aux sources historiques, et ça fait partie de la grande illusion spirituelle de l'homme. Un jour, l'homme va être obligé de faire sauter cette illusion-là pour en arriver aux sources cosmiques. Ça veut dire quoi? Qu'un jour, l'homme va être obligé de parler avec son chum en haut. Il va être obligé de parler avec l'ajusteur de pensée en haut. L'homme va être obligé de réaliser que la pensée vient d'ailleurs. L'homme, donc, va être obligé de rentrer dans un autre niveau de conscience universelle instantanée qui sera probablement beaucoup plus vaste que l'Internet qu'on est en train de découvrir sur la Terre aujourd'hui. Et ça créera certainement une révolution psychologique sur la Terre. Pour avoir accès à cette source, est-ce qu'il faut avoir absolument transmuté toute la totalité de nos émotions? Non, parce que ça se fait graduellement, tout se fait graduellement. Si les choses ne se faisaient pas graduellement, on ne pourrait pas subir le choc de l'évolution. On ne serait pas capable de subir les transmutations. Donc, tout se fait graduellement, puis c'est très bien que ce soit ainsi. Est-ce que c'est directement proportionnel? C'est-à-dire, on a de plus en plus de connexion avec notre source parce qu'on élimine une base émotionnelle, ou un facteur émotionnel. C'est-à-dire, disons, mettons qu'on parle avec un 80% émotionnel, 20% contact. Puis plus ça diminue sur le plan émotionnel, plus ça augmente sur le plan de la source, du contact avec la source. Oui, effectivement. Plus le contact avec la source devient intégral, plus l'élimination du facteur émotionnel, donc du facteur de l'âme, donc du facteur de la mémoire subjective, donc du contact entre l'ego et la mémoire de la race, diminue. OK, donc une personne qui... Parce que je veux revenir avec le phénomène de l'éducation. Une personne va s'éduquer par l'extérieur parce qu'elle n'est pas capable de s'éduquer par l'intérieur. C'est ça. Et son appui sur l'éducation, donc sur les ressources extérieures, sont proportionnels à son manque de certitude intérieure. Au niveau de son identité, oui. Au niveau de la fonctionnalité de l'éducation, non. Autrement dit, l'homme ne peut pas, en tout cas à ce stage-ci de son évolution, l'homme ne peut pas bénéficier d'un contact absolu avec la source. Autrement dit, d'un contact absolu avec le plan mental. Sinon, ça lui donnerait des avantages en tant qu'individu trop grands pour une masse qui est pas capable, pour une masse humaine qui est pas capable de traiter à ces vitesses-là. Donc, je vous donne un exemple ridicule. Supposons que vous arriviez demain matin, vous, à la télévision canadienne, Radio-Canada. Puis qu'à cause du contact que vous avez avec le plan mental, on vous donnait de l'information. L'information, là, direct. Vous direz, bon, ben, à telle heure, il va se passer l'affaire, tel jour, il va passer l'affaire, telle affaire, il va se passer dans telle semaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Le choc que ça créerait à l'humanité serait tellement grand qu'un jour, on serait obligé de vous éliminer complètement parce que vous accéléreriez sur la Terre la conscience humaine. Autrement dit, quelque part, dans le temps, la masse humaine, la conscience humaine serait plus capable d'absorber la précision de votre intelligence. Pourquoi? Quand je parle de précision de votre intelligence, je veux dire le résultat du contact entre vous et le plan mental qui sait tout. OK, pourquoi? À cause des émotions et de la territorialité. OK. Puis à cause du retard, des différents retards, parce que les retards sont différents, là. Probablement que les Américains seraient plus aptes à vous prendre, puis d'autres peuples seraient moins aptes à vous prendre parce qu'ils ont plus de retard dans leur conscience. Leur conscience est moins agile. Là. Mais pour un peuple très agile, comme si vous arriviez là, à donner de l'information dans un peuple aussi avisé que le peuple québécois, probablement que ça passerait très bien. Mm-hmm. Mais aussitôt que l'information viendra en contact avec des peuples un petit peu plus lents en conscience, à ce moment-là, cette information-là, ça créerait des chocs abominables. Fait que si ça serait à briller par de la religion... Faut que ça soit à briller. Faut que ça soit brillé ou complètement retenu. C'est mieux de le retenir complètement que de la briller avec la religion. Parce que si on la brille avec la religion, à ce moment-là, on crée des espoirs. Exemple. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde qui font partie des sectes puis qui attendent. Là. Quand est-ce que ça va venir la fin du monde? Les témoins de Jéhovah, ils attendent quand est-ce que ça va venir. Que ça vienne la fin du monde. Alors, qu'on parle de la fin d'un cycle, qu'on parle de grands changements dans la conscience de l'humanité, ça c'est une chose. Mais qu'on attende la fin du monde, là, il y a des gens qui attendent des équivalents de décembre, ils viennent nous chercher montant dans les airs. Il y a toutes sortes de fragmentation de l'information des plans. C'est fragmenté puis c'est astralisé. Donc l'homme n'est pas capable de traiter avec de l'information pure. Parce qu'il y a trop d'émotions dans le mental. Parce que techniquement, il y a trop de liens avec la mémoire de la race. Donc il n'est pas capable de communiquer avec le plan mental d'une façon totalement objective.
avec l'évolution de la race humaine, éventuellement, l'homme pourra le faire. Probablement au niveau de la 7e race racine, l'homme pourra le faire. Mais à ce moment-là, la conscience humaine et la civilisation sera tellement d'un autre ordre qu'il n'y aurait plus de relation entre ces temps-là puis les temps d'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, nous autres, on sera réellement considérés comme des barbares. Mm-hmm. Mais Bernard, les personnes, disons, qui ont de l'éducation. Moi, je me souviens, j'étais faire des conférences en Europe, puis tu vois beaucoup de gens qui sont bien éduqués, mais qui sont sous le choc de la révélation de ce contact-là avec eux-mêmes. Comme si tout cet espace-là dans le mental que ça prend, ce contact-là, ça élimine la valeur qu'on donne à une éducation. Est-ce que de l'identité, ce n'est pas réservé à une partie d'une civilisation? Oui, définitivement. C'est pour ça qu'on dit souvent, dans les milieux ésotériques, on dit que l'homme aura... Quand on parle d'identité, on parle de la conscience d'une race racine, on parle d'une autre race. On parle pas de la 5e race racine à laquelle on appartient présentement. Pourquoi? Parce que l'éducation pour nous autres, l'éducation ésotérique, l'éducation occulte, toute la recherche spirituelle qu'on peut faire, mais ça fait toujours plaisir à l'ego. Même si vous allez en Europe et vous rencontrez des gens qui sont très, très bien éduqués, même comme dans votre expérience aussi, vous avez rencontré des banquiers européens qui s'intéressaient à l'ésotérisme. Même si ce sont des banquiers européens qui s'intéressent à l'ésotérisme, on s'aperçoit que l'ego veut toujours s'approprier la connaissance. C'est ça. Tandis que quand tu es en contact avec le plan mental, tu ne peux pas t'approprier la connaissance parce que l'ego est mis dans un état de choc pour la réception. Mm-hmm. Tandis que l'homme ou l'être qui veut évoluer ou l'être qui pense qu'il est intelligent, ou l'être qui pense qu'il est évolué, ou l'être qui pense qu'il est avancé, ou l'être qui pense qu'il est réellement là, dans le vent. Mm-hmm. Cette pensée-là, cette prise de conscience-là, elle fait toujours partie du plaisir de l'ego. L'ego se sent bien. L'ego, il y a beaucoup de gens qui ont été très, très choqués quand Rashnesh a dit, avant de mourir, que le nirvana, c'est une illusion. Mm-hmm. Ça crée des chocs épouvantables dans le monde parce que ça fait des générations qu'on parle du nirvana, puis de la transcendance, puis de l'illumination. Fait que t'arrives avec Rashnesh qui dit que l'illumination, c'est une illusion. Fait que plus on avance dans le temps, plus les hommes vont découvrir que telle chose c'est une illusion, puis telle chose c'est une illusion. Puis c'est comme ça que l'ego va être obligé de se désengager du principe du plaisir qui est rattaché à sa recherche, même sa recherche spirituelle. Mm-hmm. Fait que c'est bien beau, ça, être assis en dessous d'un arbre, puis avoir des fleurs, ou avoir des disciples qui t'amènent des fleurs. Mais quand tu regardes le gars qui te parle, là, puis je mentionnerai pas qui, mais tu regardes le gars qui te parle, là, puis tu vois, c'est réellement des têtes de moineaux. Des têtes de moineaux, là, t'engageras même pas ça pour être président d'une compagnie, tu sais, en Amérique. Mais c'est des vraies têtes de moineaux, mais ils ont le pouvoir de magnétiser spirituellement des masses. Puis finalement, ils font tellement d'argent qu'ils se font des fortunes qui ramènent aux Indes, puis ils se promènent en 747, alors que nous autres, on a de la misère à changer notre char rouillé. Tu sais. Fait que ça va très loin, les illusions d'humanité. Ça va très loin, les illusions spirituelles de l'homme. Puis c'est évident que surtout quand tu vas en Europe, au Québec, on est habitué. Mais quand tu vas en Europe, là, puis tu commences à leur rentrer dans le corps, là, puis tu commences à faire sauter tout ce que j'appelle la forteresse psychologique de leur recherche là, profonde, ésotérique, là, marblée dans la parole, là. Mm-hmm. Les beaux mots, là, puis tu leur envoies des curves là-dedans. Ça crée des chocs abominables. Mm-hmm. Mais il va falloir qu'ils vivent des chocs parce que l'homme, qu'il soit américain ou qu'il soit européen ou qu'il soit oriental, il va être obligé un jour de s'éveiller à la réalité. Puis la réalité, mais ultimement, c'est le contact entre l'ego et le plan mental. Comment est-ce que l'homme, en tant qu'individu, va le vivre? Ça dépend de lui-même. Mais c'est évident que les frontières psychologiques vont être mises à terre chez les êtres
qui éventuellement vont rentrer dans leur identité, vont passer de la personnalité cultivée, colorée, astralisée de l'évolution à la personne intégrale de l'évolution. Alors, dans le passé, l'homme a évolué, c'est évident, dans une certaine dynamique, mais il s'est rempli de connaissances. Et c'est à travers ça qu'il s'est donné une certaine autorité. On parle de conscience et on remarque curieusement qu'on parle de destruction de la mémoire ou d'élimination, en tout cas, d'une certaine forme d'impression de la valeur de la mémoire. Ça crée un vide. On est placé devant un grand vide. Est-ce que la nouvelle éducation, ou l'éducation plutôt de l'individu conscient, est-ce que c'est apprendre à traiter avec le vide? Ouais, ça, je suis content que vous m'en demandiez ça, cette question-là. Je peux vous dire une chose. La marque d'un être intelligent, la marque, il n'y a pas besoin d'être intelligent, ben intelligent. Il peut être intelligent. Un petit peu de lumière, c'est de la lumière. Okay? La marque d'un être intelligent, c'est d'être capable d'absorber de la nouvelle information sans vibrer. Fait que si vous parlez à quelqu'un, là, puis vous y arrivez avec de la nouvelle information, puis il regarde ça. Peut-être qu'il n'est pas habitué à ça, ça crée un petit choc. Mais il est capable de regarder ça sans vibrer, là, venir tout énervé, là, puis tomber dans l'apoplexie psychologique. Ouais. Pour moi, c'est un être intelligent. Puis un être qui est pas capable de prendre de la nouvelle information, pour moi, c'est un être stupide, même s'il a un doctorat. Puis des gens comme ça vaut pas la peine d'être rencontrés parce que des gens comme ça sont déjà limités dans leur programmation. C'est comme si la vie est déjà contre eux autres. La vie va les barrer là. Parce que vous pouvez pas demander aux forces de vie vous pouvez pas demander à la vie, aux forces de vie, à n'importe quel niveau, de traiter avec la réalité en fonction ou par rapport à vos mesures, ou vos manques de mesures, ou vos démesures. La vie se fiche. Quand je parle de la vie, je parle du contact avec le plan mental. Ouais. Quand tu parles avec eux autres sur le plan mental, là, ce qu'ils voient de la réalité humaine, ce qu'ils voient de la conscience de la race, l'évolution des races, la fonction des races, le but des races, la limite chronologique des races, tout ça, là. Tout ce qui fait partie de notre conscience planétaire. Eux autres sont complètement en dehors de ça. Fait que nous autres, les petites émotions qu'on a, là, par rapport à notre petit patrimoine psychologique, là, quand tu viens en contact avec ces forces-là, ça saute, puis c'est là qu'il faut que l'homme soit suffisamment évolué pour pouvoir le prendre le choc. S'il n'est pas suffisamment évolué pour prendre le choc, il se fera pas et il ne pourra pas évoluer à ce stage-là. Et l'homme demeurera confronté à son ignorance éduquée de l'évolution, mais il ne pourra pas en arriver finalement à avoir le plein contrôle sur ce qu'il sait. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas en arriver à maîtriser l'information qui fait partie du plan mental, la descendre, travailler avec, si c'est nécessaire, mais dans un cadre égoïque qui est totalement transparent. Fait qu'à ce moment-là, il y aura toujours un problème d'identité chez l'ego. Puis tant que tu as un problème d'identité, t'es pas bien dans ta peau. Parce que il y a toujours une partie de toi-même qui n'est pas parfaitement développée. Puis quand il y a une partie de toi-même qui n'est pas parfaitement développée, c'est parce qu'il y a une partie de toi-même qui prend trop de place. L'ego est trop opaque. Fait qu'un des grands conseils qu'on peut donner à l'homme sans être naïf, puis sans croire, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est si important pour nous autres de ne pas croire. Par contre, quand l'homme nous parle, quand on est en contact avec des êtres qui ont des choses à nous dire à différents niveaux, il faut qu'on soit suffisamment intelligent. Qu'on ait assez de lumière pour pas avoir peur. Si on n'a pas assez de lumière, on a peur. Donc, on a des réactions viscérales, animales. La tête nous branle. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans l'illusion de vouloir avoir raison. Puis tu peux pas être intelligent si moindrement tu vas avoir raison. Fait que quand tu commences à être intelligent, t'es pas intéressé à avoir raison. Fait qu'à ce moment-là, quand quelqu'un te parle, tu cherches pas à y enlever la raison que lui peut avoir, que toi t'as pas encore parce que tu vois pas encore toutes les facettes du diamant. C'est un petit peu de même que ça marche. Okay, donc une personne qui a de l'identité, c'est pas une personne qui affronte... Une personne qui a de l'identité n'affronte pas. Une personne qui n'a pas d'identité va affronter. Une personne qui n'a pas d'identité va contester. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, si vous rentrez dans des données qui perforent réellement l'ego, à ce moment-là, ben, c'est évident que c'est pas facile de traiter avec des connaissances qui font pas partie du passé, qui font pas partie de l'âme, qui font partie du plan mental. Vous appliquez beaucoup sur le fait qu'une personne qui a de l'identité, c'est une personne transparente. Plus une personne a de l'identité, plus elle est transparente. Donc, moins dans un état de guerre.
moins elle a besoin de prouver ce qu'elle dit, moins elle a besoin d'avoir raison. C'est la lumière qui vibre qui fait son chemin. C'est plus la forme que la lumière crée. OK. C'est la lumière qui vibre. Donc, elle n'est plus territoriale. Elle n'a pas d'intention. Elle n'a pas d'intention. Elle ne cherche pas à démolir. Elle ne cherche pas à imposer. Elle ne cherche pas à dominer. Elle n'est pas démagogique. Elle parle. Fait que l'ego devient un canal. L'ego devient transparent. Fait que quand tu as un ego qui est canal transparent, qui parle avec un autre ego qui est canal transparent, il n'y a plus de problème de guerre entre les deux égos. Il n'y a plus de problème de territorialité entre les deux égos. Donc, il n'y a plus de problème d'avoir raison entre les deux égos. Fait qu'à ce moment-là, les deux égos sont en suspension psychologique et sont en vibration psychique. C'est à ce moment-là qu'ils ont une conscience vibratoire, puis qu'un parle, l'autre parle, un parle, l'autre parle, puis finalement, les deux apprennent quelque chose. Tandis que dans le mouvement opposé, il n'y a personne qui apprend parce qu'il n'y a personne qui est prêt à laisser possiblement l'autre accéder à des niveaux de vibration suffisamment élevés pour jeter une nouvelle lumière sur le plan matériel. Ça nous donne quoi d'accéder à de la connaissance qui est déjà morte? Faut qu'on accède à des connaissances qui sont nouvelles, qui est vivante. Par contre, pour accéder à des connaissances qui sont nouvelles et qui est vivante, faut qu'on soit suffisamment vivant nous-mêmes. Sans ça, ben, elle bouscule notre cercueil, puis à ce moment-là, le couvercle saute, puis qui c'est qui sort? C'est un mort vivant. C'est un Frankenstein. C'est un homme qui pense, mais qui n'est pas intelligent. Donc ça, c'est l'orgueil fondamental de l'ego évolutif. Puis tu peux pas évoluer là-dedans, parce que la lumière est totalement... Il faut la lumière. La connaissance morte versus la connaissance vivante, là. C'est quoi la propriété de ces deux éléments? La propriété de la connaissance morte, c'est de permettre à l'humanité émotivement de se rassurer dans son ignorance, afin de perpétuer l'équilibre de sa conscience raciale. Fait que c'est bon. Fait que ma mère, quand elle va à l'église le dimanche, elle vit ça. Ça la relaxe, elle est contente, elle fait son petit signe de croix, puis je serai le dernier à bousculer ça. Seulement, demande-moi pas d'aller à l'église le dimanche pour faire mon chemin de croix. C'est ça. Je suis d'une autre vibration. OK. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, ben, là, tu as une connaissance vivante. Mais une connaissance vivante... C'est vibratoire, c'est une connaissance. C'est une connaissance vivante. Ah, okay. Mais tu peux pas mélanger une connaissance vivante et une connaissance morte. Une connaissance vivante, il faut que ça vive sa réalité. Une connaissance morte, ça vit sa réalité. Fait que ma mère, elle vit sa réalité. Moi, je vais à la mienne. Puis c'est pas à moi d'aller la voir et de dire, bon, ben écoute, c'est telle affaire, ça. Tu devrais regarder ça de mon point de vue. Ça, c'est de l'illusion. OK. Bon, une personne qui s'est nourrie de connaissances mortes, elle a vécu une éducation. Elle a été éduquée pour vivre une connaissance morte. Ça fait bon. Comment les gens vont s'éduquer à une connaissance vivante? Tu t'éduques pas à une connaissance vivante, Daniel Ménard. Tu te déséduques. Tu te déséduques à la connaissance morte, puis là, tu rentres la connaissance vivante. Automatiquement. Automatiquement. Il n'y a rien de plus facile que la connaissance. Les gens qui pensent que c'est profond, la connaissance, que c'est dur, la connaissance, j'aimerais donc ça parler comme lui, c'est une illusion. La connaissance, c'est comme une champleuse, c'est facile. C'est facile, ça coule. Ouais. Puis plus t'es transparent, mais plus ça coule. Fait que dans l'éducation, dans la connaissance morte, là, il faut faire un effort. Puis dans l'éducation, dans la connaissance vivante, il n'y a pas d'effort à faire, ça coule. Puis ce qui est intéressant probablement de ces deux aspects-là de la connaissance, donc le mental inférieur de l'homme, puis le mental supérieur, c'est qu'un jour, il faut que ça se marie. Ça. Fait que quand tu es capable de se marier ça, tu es capable de travailler dans le monde des sens, dans le monde de la science, dans le monde du pragmatisme, dans le monde de la méthodologie, ben, tu peux devenir un grand médecin, un grand architecte. Puis quand, en même temps, tu es capable de travailler dans le monde de l'esprit, dans le monde de la sensibilité, tu es capable de donner un mouvement à ton architecture. Tu es capable de donner une dynamique à ta médecine. Donc, tu es capable de rendre une expérience psychologique qui est réellement coulée dans le ciment, l'expérience historique, tu es capable de donner une nouvelle twist. Donc, demain, probablement qu'on aura des grands médecins qui seront capables d'aller un petit peu plus loin que les conventions. Des architectes qui seront capables d'aller un petit peu plus loin des conventions. Fait que finalement, on aura un monde qui aura appris à faire la synthèse de ce qui est mort, puis de ce qui est vivant, puis d'amener ça ensemble. Puis ça sera une conscience créatrice. Ce serait ça de la créativité, finalement. Ce serait ça de la créativité. Puis l'homme en bénéficiera, parce qu'à ce moment-là, l'homme, au lieu d'être fixé dans un camp ou dans l'autre pour avoir le meilleur des deux mondes. L'homme pourra apprécier qu'est-ce que c'est une belle Chevrolet, puis une belle Mercedes-Benz ou une belle Oldsmobile, puis une belle télévision.
un beau computer. Puis en même temps, il faut apprécier qu'est-ce que c'est son esprit qui parle des computers. Son esprit qui parle de l'évolution des computers dans 2, 3, 4, 5, 600 ans. Puis il va dire, ouais, c'est ça qui va arriver dans 5, 600 ans. C'est intéressant, hein? Mais le lendemain matin, il va être assez stable puis assez intelligent pour fermer sa gueule quand il arrive au bureau. Est-ce que c'est ça la synthèse? Est-ce que ça sous-entend maintenant que une personne qui vibrerait finalement de la connaissance vivante ne serait pas capable de se matérialiser ou de créer quoi que ce soit s'il ne fait pas cette synthèse avec les La connaissance vivante, il faut que ça soit intégré un jour. L'homme va apprendre que la connaissance vivante, il faut que ça soit intégré parce que l'homme est sur le plan matériel. Et de la connaissance vivante, c'est vibratoire. Donc, techniquement, c'est utilisable seulement sur le plan éthérique, au niveau de la création. Alors, si l'homme est pour utiliser la connaissance vivante sur le plan matériel, il faut qu'il soit bien balancé dans ses corps, il faut qu'il soit bien groundé. Autrement dit, faut qu'il ait quasiment comme élevé sa conscience matérielle à un point où elle devient intelligente. Et à ce moment-là, il est capable de traiter avec cette vibration-là. Sans ça, il peut mettre facilement les formateurs, il peut mettre facilement son monde matériel à terre, il peut facilement appauvrir sa vie matérielle, parce que c'est trop vibrant. C'est très fort, la conscience vibratoire. Puis l'intégrer, ça prend des années. Tu peux pas intégrer ça tout seul. Même au niveau de la connaissance, même au niveau de votre connaissance, là, de votre éducation, puis de votre prise de conscience en société, ça vous prend des années pour en arriver à avoir ce que vous appelez, vous autres, de l'expérience. D'expérience quand tu travailles d'une compagnie, de l'expérience quand tu es en politique, l'expérience quand tu es en recherche, ainsi de suite. Bon, au niveau de la conscience créative, au niveau de la conscience vibratoire, c'est la même chose. T'as de l'expérience. Ça prend des années puis des années. Puis finalement, ben, tu passes du discernement à la lucidité. Fait que l'expérience, là, tu n'as plus besoin. Tu vis plus d'expérience, tu vis de conscience créative. Intégralement parlant. Puis finalement, mais là, tu es capable de revenir dans le monde puis apprécier la politique, puis apprécier les choses que les hommes inconscients font. Tu es capable d'apprécier le droit, tu es capable d'apprécier l'architecture, la médecine, la plomberie, le bois. Tu es capable d'apprécier les choses parce que tu as passé le cap de la spiritualité où tu t'es coupé du monde. Là, ce que je reproche à l'homme occidental puis oriental, c'est qu'à partir du moment où il commence à vouloir évoluer, tu sais, il veut évoluer. Là. Les gens qui sont dans le monde puis qui travaillent dur, les gens qui connaissent pas ça de l'ésotérisme, qui sont pas dans l'évolution spirituelle, dans la recherche, les gens qui travaillent tous les jours, le gars qui fait du hamburger là, chez Burger King, là. Ces gens-là, là, il est tasse de sa vie parce que ces gens-là, pour lui, ils sont pas assez évolués. Lui, il est dans les régions spirituelles, tu sais, la grosse vanité spirituelle. Là. Puis un jour, mais il s'aperçoit au cours de son expérience qu'il y en a des illusions là-dedans. Puis s'il va réellement loin, en tout cas s'il vient en contact avec des données nouvelles, là, réellement créatives, puis en puissance, un jour il va être obligé de faire le tour de la roue, puis partir du matériel, puis sortir puis passer par le spirituel, puis revenir au matériel, mais à un autre niveau. C'est ce qui va arriver pour l'homme. C'est quoi l'autre niveau? L'autre niveau, ça veut dire que tu es capable de travailler dans le monde, puis apprécier les gens qui sont inconscients, puis apprécier ce que l'homme inconscient de la 5e race racine a fait, puis dealer avec ça d'une façon objective. Quand le monde me dit « Ah ben moi, je regarde pas ça, des films de violence. Moi, je regarde pas ça, je protège mes enfants contre des films de violence. » Ou moi, je regarde pas ça, des guidons sur la rue. Ou moi, je regarde... Non, toi, tu es dans un corridor, t'es un saint, toi. Fait que tout le monde, pour toi, c'est des pleins de marde, puis rien que toi, là, parce que t'es en évolution spirituelle, puis t'as appris 2-3 petits concepts, là, la réincarnation, puis la combustion instantanée, là, tu penses que t'es bien avancé, là. Un jour, tu vas t'apercevoir qu'il y a du monde dans le monde, du monde normal, qui font des erreurs, parce que ça fait partie de l'évolution. T'as des politiciens qui font le mieux, puis t'as des politiciens qui sont véreux, puis t'as des médecins qui font de mieux, puis t'as des médecins qui font des fausses couches. Puis il y a toutes sortes de choses qui se produisent dans le monde, parce qu'il y a des erreurs, il y a un manque de conscience, mais ce sont des gens qui font rouler la planète. C'est eux autres, des hommes d'affaires qui font rouler la planète. Parce que s'il faudrait attendre que toi, tu construises des chars avec General Motors, on attendrait longtemps. S'il faudrait qu'on attende après toi pour faire guérir notre corps qui a de la phlébite, on attendrait longtemps. Parce que toi, t'es rendu là, tu veux te guérir tout seul, là. Avant que l'homme soit capable de se guérir tout seul, là, il est mieux de tourner à la médecine conventionnelle puis aller voir son docteur. Fait qu'un être conscient, il faut qu'il se donne des ressources concrètes, matérielles. Un être conscient, c'est supposé être un être intelligent. C'est supposé être un être qui est capable de faire une fusion, une unité de ce qui est très, 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 très psychique ou ultra-cérébral avec ce qui est cérébral rationnel. Sans ça, la vie, elle donne quoi? La vie est plus intéressante quand t'es trop parti des nuages. Après ça, tu te demandes pourquoi ces gens ont des déprimes. Ça déprime.
Sont pas intéressés dans leur job, sont pas intéressés dans leur mariage, sont pas intéressés dans la sexualité. Moi, je suis bien trop avancé spirituellement pour me faire pour vivre ma sexualité. Moi, je touche pas à ça. Fait que tu finis avec quoi? Tu finis avec des gens qui sont débalancés. Fait que l'homme va apprendre à vivre sa vie comme il vivait avant, à un autre niveau. C'est comme si l'individu conscient est capable d'aller dans n'importe quelle valeur sans en être affecté. Ni positivement. L'individu conscient, il est créatif. Fait qu'il est capable de faire la part des choses. Il est capable de faire la part des choses. Il est intégré, sa conscience. Mais est-ce qu'intégrer, Bernard, ça donne qu'on fait plus certaines choses puis qu'on fait certaines choses? Intégrer, ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais plus parce que ça te sert plus, parce que c'est plus utile pour toi. Moi, je vais pas aller à la chasse pour tuer un orignal. C'est évident. Ça me sert plus au niveau émotionnel, ça me sert plus au niveau de l'ego macho, ça me sert plus au niveau de la relaxation, de mon gros frame de 6 pieds 4 de construction qui a besoin d'aller tuer un orignal une fois par année pour relaxer. Ça me sert plus. Mais dans le temps qui aurait été nécessaire de le vivre, vous l'avez vécu. Effectivement, c'est ça. Donc, il n'y a rien qui se juge, mais il n'y a rien qui se juge. À un certain moment donné. Rien ne doit se juger, d'ailleurs. Mais quand tu as une certaine conscience vibratoire, il y a des choses que tu fais plus. Tu n'as plus besoin de ça. Parce que tu as une autre sensibilité. Moi, aller au forum puis entendre crier 300 000 personnes, je peux capable. Ça me dit rien. Non, je comprends. J'ai plus besoin de ça. Vous autres, ça vous met en adrénaline, ça vous donne l'impression que vous vivez. Le gars, il arrive dans la bande à 150 000 à l'heure, t'es fou comme de la merde. Tu sais, il se passe quelque chose dans votre vie. Tu sais, vous autres, il faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Quand vous conduisez votre char, votre Porsche, il faut qu'elle aille à 150 000 à l'heure, parce qu'il faut que tu n'aies pour ton argent, puis un jour, tu rentres dans les poteaux. C'est toujours la même crise d'affaires. Il faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Vous faites l'amour, c'est la même affaire. Il faut qu'elle soit accrochée par des câbles, il faut qu'elle soit, tu sais, faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Vous allez sur une montagne, il faut qu'elle soit haute, puis vous soyez sur le dernier des pics en haut. Pas l'autre avant, là, le dernier des pics, là, pour que vous disiez, ben, je suis tout seul de l'avoir vu, la ville à partir d'ici. Faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Vous allez dans les océans, c'est la même chose. Faut que le sous-marin descende le plus bas cousteau encore, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Vous êtes toujours à la recherche d'une identité. Okay. Tandis que moi, je suis arrivé à la moitié de la montagne, puis je suis fatigué, je me suis puis je reste là. Parce que vous ne cherchez pas rien. C'est comme jouer au golf. Il y a un chum qui m'a demandé de jouer au golf une journée. Moi, quand je fais 2 trous, je suis assez. Après ça, je rentre dans le buggy, puis je m'en vais au clubhouse. Lui, il fallait qu'il fasse 18 trous. Il est arrivé, la langue pendante, le cœur qui pétait, tu sais. Fait que c'est le même que l'homme, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Ah ouais, je comprends. Puis après ça, vous dites, ben oui, t'as raison, puis vous riez, vous trouvez ça intéressant. Mais quand vous arrivez dans votre vie, c'est pas ça que vous faites. Vous allez sur le dernier pic en haut, puis vous accrochez. Ouais. Vous mangez des raisins pour être en santé. Je mange des raisins, puis des raisins, puis des raisins, puis des raisins, puis des raisins. Tu deviens zézin avec la tête. Je regarde des gens qui sont supposés être en santé des magasins d'alimentation naturelle. Le son vert, tu jurerais qu'il fait de la planète Mars. Fait que qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'évolution, maintenant, ça se situe. C'est long, l'évolution. Très long. Fait qu'on peut imaginer que ça dure 400-500 ans. Ah, mais encore, très long. Très long. Ouais, tu t'occupes pas de ça. Tu t'occupes d'être intelligent tout de suite. C'est ça. Être intelligent tout de suite, c'est ce que vous dites. Ça veut dire aller jouer au hockey avec tes petits gars le soir quand ils veulent, faire l'amour à ta femme de temps en temps, y acheter des pendants d'oreilles, aller faire un petit voyage, travailler. Puis s'arrêter au milieu de la montagne quand on est fatigué. S'arrêter au milieu de la montagne quand on est fatigué. C'est ça. Ça, c'est l'évolution. C'est simple. C'est très simple. Le vide là-dedans, là. Ah, là, c'est un gros problème. Parce qu'on en veut du vide. On veut être dans le vide. Les hindous ont dit le vide, puis le vide. Puis les mystiques européens ont parlé du silence, puis le silence, puis le silence. Il n'y a pas de vide, puis il n'y a pas de silence. Quand t'es vide, t'es plein. Puis quand t'es dans le silence, ça te parle. Fait qu'il n'y a pas de vide, puis du silence. Moi, même si je pense pas, il y a une vibration qui descend, je peux dire qu'est-ce que tu veux dire, puis ils vont me le dire. Ça veut dire telle affaire. Fait que du vide, là, ça, c'est une projection mystique du faux plein. Puis le silence, c'est une projection psychologique d'un idéal. Parce que nos pensées nous font mal. Parce qu'on pense pas créativement. Si on était en communication avec le plan mental, parce qu'on aurait besoin d'un vide, qu'on aurait besoin du silence. Moi, si je veux le silence, je dis, ferme ta gueule, parle-moi pas. Il ferme sa gueule, puis il me parle pas. C'est là le silence. Puis il se passe vraiment rien. Là, il se passe rien. Là, t'es réellement en silence. Mais dans le fond, t'es dans le repos.
Tandis que nous autres, on cherche le silence. Pourquoi est-ce qu'on cherche le silence? Parce que ça marche tout le temps, cette patente-là, ici. Pourquoi est-ce qu'on cherche le vide? Parce qu'on est dans un faux plein. Les personnes qui vont dire « ma vie, elle s'en va nulle part ». Les gens qui disent que leur vie s'en va nulle part, c'est pas vrai. La vie, elle s'en va toujours quelque part, mais elle s'en va pas où tu veux. OK. Pas pareil. C'est dans ce sens-là que... Ah, ben gros, c'est différent. Ta vie, elle s'en va toujours quelque part, mais elle s'en va pas où tu veux. Puis pourquoi est-ce qu'elle s'en va pas où tu veux? Parce que tu sais pas comment ça marche. C'est une science exacte, la vie. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'hasard. Everything's written on the wall. C'est écrit sur le mur. Vous allez voir des voyants pour vous faire dire qu'est-ce qui va m'arriver dans telle affaire. Fait que d'une minute, vous êtes prêt d'aller voir le voyant, dépenser 40$ pour vous faire dire si votre compagnie elle va marcher ou ça va pas marcher. Puis d'une autre minute, quand on vous dit il y a un hasard, ça n'existe pas, vous n'êtes pas prêt à prendre ça. Pourquoi? Parce que vous êtes encore assujetti aux lois du libre arbitre. Vous voulez absolument que le libre arbitre existe. Alors que le libre arbitre, ça fait partie encore de l'illusion psychologique de l'ego, jusqu'à temps que l'homme devienne libre. Quand l'homme sera libre, à ce moment-là, ben, il sera capable de... Sa vie, elle s'en ira dans la direction qu'il veut. Mais ça, il faut qu'il connaisse les lois de la vie, les lois astrales de la vie, et ainsi de suite. Direction qui veut. Bon, qui veut. Qui veut, dans le sens qu'il y a une volonté sur la vie. Dans le sens qu'il y a une conscience de sa vie. Si tu n'as pas de conscience de ta vie, tu peux pas avoir la direction. Tu peux pas l'avoir, la direction. C'est une conscience. Je te donne un exemple. Tu t'en vas dans un club à gogo à soir. OK? Tu rencontres une fille à gogo, mais elle est belle. Elle est cute. Puis, tu la rencontres, puis vous allez chez vous, puis tu tombes en amour, puis elle tombe en amour, puis vous faites des enfants, puis en tout cas, whatever, la vie, elle se développe. Ce qui se développe, ça fait pas partie de ta conscience. Ça fait partie qu'elle était belle, puis toi, t'étais cute, puis peut-être t'avais un beau char, elle aimait ton char, puis elle avait des belles jambes, t'aimais ses jambes. Fait que ça s'est connecté ensemble, ça. Mais le résultat de toute cette connexion-là, là, ça fait pas partie de ta conscience, ça fait partie des forces de l'âme qui vous jouent quelque part, puis qui vous amènent à vivre ce que vous appelez, vous autres, une vie quelconque, à une certaine mesure quelconque. Mais si t'es en conscience mentale, il n'y a rien qui t'empêche de rencontrer la fille à gogo, elle est assise à côté de toi, puis elle prend son drink, toi tu prends ton drink. Mais si tu vas par en dedans, tu dis, bon, ben, ça va-tu être ma femme le restant de mes jours? Ils vont dire non. Fait qu'à ce moment-là, tu peux pas, ça peut être ta femme pour asseoir, mais ça va s'arrêter là. Tandis que quand t'es inconscient, puis t'as un complexe d'infériorité, puis t'as toujours senti de ta vie que ton petit zizi était gros de même, puis ça te fait toujours fatigué, t'arrives là un gros zizi de même. À ce moment-là, ben, c'est évident que la fille à gogo est capable de te donner l'impression que ton zizi est gros de même, puis tu vas être tellement heureux que tu vas marier, tu vas faire des enfants, puis à ce moment-là, un jour, tu vas t'apercevoir qu'elle est à gogo, elle est partie avec un autre. Puis toi, t'es tout seul, puis t'as encore le même problème du zizi que t'avais avant. Fait que c'est ça que je veux dire. Mais c'est à marquer. C'est à marquer. C'est ça. C'est à marquer parce que toi, t'es pas éveillé. OK. Là, ça veut dire qu'on peut être marqué pour deux affaires. Ça s'en va dessus sur des cassettes, ça? Oui. Ça peut être marqué. Non, mais la façon que vous le dites, Bernard, c'est que l'évolution, ça peut avoir deux directions. Une direction quand on est conscient, puis une autre direction quand on est inconscient. Tu dois être content. Ouais. C'est le Simple dire qu'il y a deux directions. On est marqué pour une certaine destinée si on vit ça inconsciemment, donc au niveau de l'âme. Ça fait partie de la conscience. On est tous C'est inconscients quelque part dans notre vie. Un jour, on le devient conscient. C'est ça. Ça fait partie Mais de la programmation. est-ce que c'est marqué, ça, dans l'évolution, d'être conscient? Si devenir conscient, c'est marqué? Bon, est-ce que vous étiez marqué pour vivre la conscience que vous aviez? On est tous marqués. Bon, fait qu'à ce moment-là, on ne peut pas échapper à l'expérience du gogo. On peut pas échapper à l'expérience du gogo. Puis c'est pas ça que je veux dire. Je blâme pas l'homme parce qu'il vit l'expérience du gogo. Je dis qu'un jour, il faut que l'homme, surtout à travers l'éducation de ses enfants, pas nous autres, parce que nous autres, on fait partie des premières vagues de vie là, qui commencent à comprendre ça. Mais nos enfants, quand nos enfants vont venir au monde, vont grandir, puis les enfants de nos enfants, autrement dit, au fur et à mesure que cette conscience-là va descendre puis va s'imprimer dans la conscience des hommes qui viennent, à ce moment-là, les hommes ne vivront plus leur vie comme nous autres, on l'a vécu. Fait que la chance que nos enfants vivent la vie inconsciemment comme nous autres, elle diminue au fur et à mesure que cette science-là descend. Okay. C'est ça que je veux dire. Bon. Fait que cette conscience-là va créer une nouvelle programmation. Elle va créer une nouvelle programmation, mais une programmation qui va être libre, qui va être intelligente, qui va être créative, puis qui va faire partie de la conscience universelle de l'âme. Je vous remercie infiniment, Bernard.
À la prochaine. Merci.